sur le plan de la régulation financière, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions et beaucoup moins qu'Henri Sardignac. Donc, je vais juste me faire l'écho de ce que je lis sous la plume des spécialistes de cette question qu'on a au sein de la rédaction. Dire qu'il est... Il était tentant d'être relativement enthousiaste quand les premiers G20 se sont déroulés, puisque c'est vrai que l'agenda qui avait été listé était un agenda relativement impressionnant, que ce soit au niveau de la lutte contre les paradis fiscaux, contre les contraintes contre les banques, contre une régulation plus sévère des produits dérivés. Bon, on ne va pas refaire la liste. Bon, la vérité, c'est que de fait, on a tout lieu d'être déçu aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'a dit Henri, et il a raison. Dans le même temps, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je veux dire que ce ne serait pas juste de dire que rien n'a été fait. On peut discuter les mesures qui sont prises. On peut constater que ces mesures ne s'inscrivent pas du tout dans une rupture par rapport avec ce qu'avait été le paradigme de la croissance antérieure, dès qu'on reste sur le même autoroute et on met un peu des panneaux de limitation de vitesse ou attention, virage dangereux à tel endroit, mais ça ne va pas plus loin que ça. Pour autant, ce que remarquent les spécialistes du sujet, c'est que dans les périodes antérieures, on a toujours mis, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu une crise, la régulation ne s'est pas mise en place non plus en 18 mois, à chaque fois. Donc il est peut-être un peu trop tôt pour enterrer totalement aujourd'hui les mesures de régulation qui sont prises, même si on peut dire déjà avec certitude, de toute évidence, qu'elles ne sont pas à la mesure du programme qu'on aura envie de porter pour remettre la finance dans sa boîte et l'utiliser au service d'une croissance qui aurait un contenu écologique, humain, de lutte en termes d'inégalité mondiale qui serait radicalement différent. Voilà, merci. Au début, le G20 a organisé une relance de l'économie mondiale. On a revu l'idée qu'il fallait de la politique budgétaire. Et puis maintenant, le G20 et le FMI ont tendance au contraire à faire pression pour une réduction des dépenses publiques, pour une réduction des déficits, pour une réduction de la dette et surtout pour qu'on n'augmente pas les impôts. Parce que, comme chacun sait, les dépenses publiques ne servent à rien, tandis que les impôts, c'est nuisible à l'ardeur au travail et à l'investissement. Donc il y a une dérive du G20 avec une remontée des idées libérales dans les instances, internationales. Un certain nombre d'engagements avaient été pris selon lequel le G20 allait organiser une régulation de l'économie mondiale. On avait lancé un processus de surveillance réciproque qui devait inciter les pays à contrôler leurs demandes. On voulait faire pression sur les pays excédentaires pour qu'ils distribuent plus de salaires et de revenus sociaux. Petit à petit, on voit que ce projet disparaît et qu'on se retrouve à Séoul avec des pays avec des zones, des pays qui chacun suivent leur porte naturelle. L'Allemagne fait de l'austérité budgétaire, la zone euro fait de l'austérité budgétaire, les États-Unis essayent de relancer une bulle et on ne réussit pas à avoir une stratégie macroéconomique cohérente. On a demandé au FMI de s'y attabler, de faire des lignes directrices pour essayer de guider les pays, mais ça apparaît peu probable. Et donc, c'est à la fois, on a mis sur pied des cadres de réflexion, mais il est peu probable que ça va réussir à avoir une action réelle. Et puis surtout, on s'attendait du G20 qu'il remette en cause l'architecture financière internationale. Donc le grand problème qu'a montré la crise, c'est que la globalisation financière ne marche pas, que les marchés financiers sont extrêmement volatiles, qu'on a des masses énormes de capitaux qui circulent, que ces masses énormes de capitaux réclament
des rentabilités extravagantes et que ça se traduit en permanence par des fortes fluctuations des taux de change, des crises de la dette, des périodes d'euphorie et de krach. Et on s'attendait à ce que le G20 siffle la fin de la récréation et dire, il faut retourner à un système bancaire il faut redonner de l'importance au système bancaire. Il faut dire au système bancaire, consacrez-vous au crédit aux entreprises et aux ménages et interdisez-vous de jouer sur les marchés financiers. Et il fallait prendre des mesures fortes pour réduire l'importance de ces marchés financiers en mettant une barrière entre les banques et la finance de manière à diminuer de façon importante l'importance de la finance. Et par ailleurs, ça supposait qu'au niveau de chaque pays, on revienne à des méthodes archaïques comme la retraite par répartition plutôt que les fonds de pension, le logement social plutôt que la titrisation de crédits aux ménages insolvables. Et le G20 n'a pas joué ce rôle. Le G20 a pris constamment des semi-mesures avec l'idée qu'effectivement, on allait laisser jouer les marchés financiers et on allait simplement, en permanence, mettre des contrôleurs, des régulations. Et les pays anglo-saxons qui avaient été extrêmement choqués par la crise avaient au départ, s'étaient résignés à effectivement mettre en place ces régulations. Et petit à petit, on voit que les réticences augmentent. Les marchés, les banquiers de Wall Street ou de la City reprennent du poil de la bête, reprennent de l'influence. Et on peut craindre qu'on n'aboutisse pas à grand-chose. On va prendre des mesures de façade. On va contrôler un peu certains fonds spéculatifs, mais en même temps, on va les laisser. Il va suffire qu'un seul pays leur donne un passeport européen pour qu'ils puissent agir en Europe. Les mesures qui avaient été annoncées pour limiter les revenus des traders n'ont pas été prises de manière cohérente à l'échelle mondiale. Les mesures, on va demander aux banques d'avoir plus de fonds propres, mais on voit tout le danger de cette mesure. Pour que les banques aient plus de fonds propres, il faut qu'elles augmentent leurs profits. Et donc, il va y avoir un lien à l'avenir entre le profit des banques et le crédit. Et les banques pourront toujours faire du chantage en disant, si on me taxe, si on ne me laisse pas faire le profit nécessaire, je ne pourrai pas faire le crédit. Et donc, on n'a pas osé prendre la mesure simple consistant à dire, les banques n'ont pas besoin d'énormément de fonds propres si effectivement, elles se limitent à des activités de prêt et qu'elles ne gâchent pas leurs fonds propres sur les marchés financiers. Donc quand on fait le bilan, on peut dire on a une idée au départ forte, un pilotage de la gouvernance mondiale qui correspond au développement de la mondialisation et de la globalisation financière, mais en même temps, les chefs d'État et les classes dominantes ne veulent pas mettre en place effectivement une nouvelle gouvernance parce que ça obligerait à renoncer à ce qui a fait le dynamisme, si on peut dire, de l'économie mondiale durant ces 20 dernières années, le développement sans contrôle de la finance, les taux de profit élevés, les paradis fiscaux, etc., etc. Et donc, le G20 va continuer à exister, mais pour nous, je pense qu'il faut souhaiter qu'il continue à exister, il faut l'utiliser comme instrument pour montrer, que la gouvernance mondiale est possible, et deuxièmement, pour réclamer qu'on a effectivement une gouvernance mondiale qui prenne les mesures fortes nécessaires.